Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des histoires les plus incroyables de France, celle de Jeanne d'Arc. Une jeune fille qui a réussi à changer le destin d'un royaume en pleine guerre. Son parcours a marqué à jamais notre histoire. Alors, comment une adolescente est-elle devenue une héroïne nationale? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Jeanne d'Arc est née vers 1412 à Domrémy. Issue d'une famille paysanne aisée, son père était laboureur. C'était la dernière d'une fratrie de 5 enfants. Elle avait 3 frères, Jacques, Pierre et Jean, et une sœur, Catherine. Elle et sa sœur portaient le nom de leur mère. Elle se prénommait Jeanne Romée. Jeanne était très croyante. Elle allait souvent à l'église. Et c'est à l'âge de 13 ans qu'elle va commencer à avoir des apparitions et des voix. Celle de l'archange Saint-Michel, accompagnée de Sainte Marguerite et Sainte Catherine, qui lui donnent plusieurs missions. Libérer Orléans, faire sacrer le roi Charles VII à Reims, libérer le duc d'Orléans qui est prisonnier et faire partir les Anglais de la France. Elle parlera de ses apparitions à personne et le gardera pour elle. Mais les voix continuent et feront partie de son quotidien. À l'âge de 16 ans, ses parents ont organisé un mariage arrangé. Mais Jeanne ne voulait pas se marier, car elle pensait qu'elle avait une mission. Et pour éviter cela, elle fera donc vœu de chasteté. Pour pouvoir accomplir sa mission, elle ira faire un séjour chez son cousin à Vaucouleurs pour pouvoir se présenter à Robert de Bontricourt, capitaine de Vaucouleurs, forteresse voisine de Domrémy, pour lui demander un cheval et des compagnons pour l'accompagner à Chinon afin d'aller voir le roi. Baudricourt n'acceptera pas de suite, mais après environ 1 an de persévérance, il accepta et fera une lettre de recommandation. Il lui donne des vêtements d'homme, une épée et elle se coupera les cheveux. Il lui donne quelques hommes dont Jean de Metz et Bertrand de Poulengy qui lui restent fidèles, afin d'aller rencontrer le roi Charles VII à Chinon. Une légende raconte que le roi se serait caché parmi ses sujets et aurait mis un de ses serviteurs à sa place sur le trône. Jeanne, en arrivant, l'aurait de suite reconnu, mais cette légende serait fausse. Elle n'aurait vu le roi seulement 2 jours plus tard. Elle se présente comme Jeanne la Pucelle. Elle est convaincue qu'elle doit amener le roi se faire sacrer à Reims et qu'elle a été envoyée pour sauver la France. À cette époque, une prophétie circulait, comme quoi la France serait sauvée par une vierge. Le roi veut rester prudent et l'envoie à Poitiers pour demander qu'on l'interroge et qu'elle se fasse examiner pour vérifier qu'elle soit bien vierge. Après avoir enlevé tout doute, elle repartira à Chinon, où elle aura une formation pour apprendre à se battre à l'épée. Il lui donne une armure, une épée et des hommes afin de secourir la ville d'Orléans. Avant de partir, elle fera dégager toutes les prostituées qui les accompagnent. Sur la route pour Orléans, elle tendra son étendard, où sont représentées des fleurs de lys, les archanges Saint-Michel et Saint-Gabriel, ainsi que les inscriptions Jésus, Maria, qui étaient sa devise. Orléans n'a plus de ressources. Le duc d'Orléans étant prisonnier, c'est son demi-frère Jean, dit Dunois, qui commande. Les Anglais avaient bâti plusieurs bastilles autour de la ville. Jeanne voulait attaquer, mais Dunois mettra plusieurs jours avant de donner l'attaque. Le problème, c'est qu'il va le faire derrière le dos de Jeanne et son armée qui sont en train de dormir. Jeanne se lève d'un coup et constate que Dunois est parti sur le champ de bataille. Elle va donc vite s'équiper pour aller sur le champ de bataille aussi. Ils reprennent les bastilles les unes après les autres. C'est un vrai succès. Au conseil de guerre qui a lieu le soir même, Dunois et ses hommes veulent en rester là. Mais c'est sans compter sur la détermination de Jeanne, qui prendra la décision d'aller le lendemain à l'assaut de la forteresse. Il y aura beaucoup de pertes, et Jeanne se prendra un carreau d'arbalète à l'épaule. Mais elle se relèvera et continuera à se battre. Le 8 mai 1429, Orléans est sauvée. Pour Jeanne, la prise d'Orléans prouve le caractère divin de sa mission. Elle sera surnommée la Pucelle d'Orléans. La libération d'Orléans par Jeanne d'Arc marque un tournant dans la guerre de 100 ans. Après la victoire d'Orléans, Jeanne veut emmener le roi se faire sacrer à Reims. Mais ça va être très difficile, car la ville est cernée par les Anglais et les Bourguignons.
À Patay, on retrouve les Anglais de John Talbot, qui ont été chassés d'Orléans. La bataille va s'engager et Jeanne va assurer la victoire au nom de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Pour atteindre Reims, Jeanne et ses hommes se retrouvent devant Troyes où les portes sont fermées. Mais Jeanne est une vraie tacticienne et va faire en sorte que l'armée bourguignonne de Troyes croit à l'assiégement de la ville, en faisant des feux au pied des murs et en mettant des échelles, ce qui va conduire à une négociation et à la capitalisation de la ville. Puis les autres villes seront libérées à leur tour. Ils atteignent enfin Reims. En 1429, le roi peut se faire sacrer dans la cathédrale. Pendant la cérémonie, Jeanne se tient aux côtés du roi avec son étendard. La mission de Jeanne est un succès. En quelques mois, la victoire a changé de camp. Le roi veut en rester là, mais Jeanne veut aller plus loin et aller libérer Paris. Le roi avait déjà essayé en vain, mais Jeanne insista et réussit à convaincre le roi de reprendre Paris. Il se dirige vers la capitale, mais sa libération sera très difficile. Car la capitale est entourée de murs de 8 mètres de haut avec 3 fosses successives. Le seul moyen de faire tomber les murs sont les trébuchets, sauf qu'ils n'en avaient pas. Ils essayaient de négocier mais sans succès. L'assaut sera donné à la porte Saint-Honoré. Pendant la bataille, Jeanne sera blessée à la cuisse par un carreau d'arbalète, ce qui ne l'empêchera pas de reprendre le combat. Malheureusement, le miracle ne se reproduit pas. Ce fut un échec. Le roi veut faire une trêve, mais ce n'est pas ce que Jeanne veut. Et le roi Charles VII va donc envoyer Jeanne combattre les compagnies. Mais Jeanne d'Arc va manquer de renforts. Elle accumule les échecs. La ville de Compiègne se fait assiéger par l'armée du duc de Bourgogne et des Anglais. Jeanne ne peut pas rester là sans rien faire et va donc partir avec quelques compagnons pour les libérer. C'est en 1430 que la bataille commence. Mais les choses tournent mal. Guillaume de Flavie, le capitaine de Compiègne, décide de fermer les portes de la ville, laissant Jeanne à l'extérieur sans aucun moyen de rentrer. Elle est éjectée hors de son cheval et capturée. Elle est la prisonnière de Jean de Luxembourg, un chef de guerre bourguignon, et sera emmenée au château de Beaulieu. Le roi Charles VII ne se souciera pas du tout de Jeanne d'Arc. Il ne fera rien pour la sauver. Après plusieurs mois, elle sera vendue aux Anglais pour 10 000 livres. Henri VI remet la jeune fille aux mains des juges religieux. L'évêque Pierre Cochon attend de la juger lui-même pour hérésie. Elle sera transférée à Rouen, où elle sera placée dans un donjon du château de Bouvreuil qui domine la ville. 2 semaines après son arrivée, elle sera emmenée dans la grande salle du château. Elle se retrouvera face à de nombreux hommes d'église, dont l'évêque Pierre Cochon et le représentant de l'Inquisition, qui seront les 2 juges de ce procès d'inquisition. Mais il y aura aussi des assesseurs, qui sont les conseillers des 2 juges. Elle sera donc seule pour ce procès religieux, personne pour la défendre. Leur but, démontrer que le roi Charles VII s'est fait sacrer par une sorcière. On l'accusera de porter des vêtements d'homme et de parler avec des archanges sans passer par un évêque, ce qui est un crime pour l'Inquisition. Pendant ce procès, Jeanne fait preuve d'un très bon sang-froid et parvient à tenir tête à ses juges. À Paris, à la bibliothèque de l'Assemblée nationale est conservé le document du procès de Jeanne, avec les questions qui lui ont été posées et ses réponses. Au préliminaire du procès, Cochon n'a rien pour l'accuser. Durant ce procès qui va durer dans le temps, Jeanne est détenue dans une cage étroite, attachée par le cou, les poignets et les chevilles. Cochon va tout faire pour lui faire peur et qu'elle s'incrimine toute seule. Il va donc lui montrer des objets de torture qu'il pourrait lui infliger. Elle ne cédera pas. Pendant ce procès, ils lui infligeront pas de torture. Vu que ça n'a pas marché, il va donc avoir recours à la ruse. Et c'est en mai 1431 qu'une mise en scène publique dans un cimetière pour piéger Jeanne aura lieu. On retrouve un bûcher et une estrade avec ses juges. Cochon annonce à Jeanne qu'elle est condamnée au bûcher. À ce moment-là, Jeanne avait seulement 19 ans. Cochon lui donne un acte pour échapper à la mort. Porter des vêtements féminins qu'elle signera et elle sera placée
en cellule. Jeanne pensait qu'elle serait transférée dans un monastère de femmes. Mais rien ne se passe. Elle restera en prison. Elle décidera de reprendre les vêtements masculins en sachant le sort qui l'attendait. Cochon accordera quand même à Jeanne la communion avant sa condamnation. Jeanne d'Arc est déclarée hérétique et condamnée au bûcher le 30 mai 1431 sur la place de Rouen. On lui a mis sur la tête un bonnet où est inscrit Relaps hérétique. Elle sera vêtue d'une longue chemise blanche. Des centaines de soldats seront présents. Jeanne va réclamer un crucifix. On lui amènera donc une croix pour qu'elle puisse la voir à travers les flammes. La mort de Jeanne fut véritablement horrible. Le bourreau est ému. Il a constaté qu'ils lui ont même pas accordé la strangulation avant d'être brûlé. Les flammes l'atteignent. Elle répétera « Jésus, Jésus, Jésus ». À la fin de cette scène horrible, ils ont pris ses cendres pour les jeter dans la Seine. Quelques années plus tard, Charles VII, ayant perdu sa légitimité à cause du procès de Jeanne d'Arc, voulait la retrouver. Il ne pouvait pas annuler lui-même la condamnation de Jeanne, car c'était un procès de l'Inquisition. Il va donc faire pression sur la famille de Jeanne. Sa mère se rend à Paris pour demander une révision du procès. Le pape Calixte III va donc décider d'ouvrir un second procès en 1455. Après avoir écouté les témoins faire les louanges de Jeanne, y compris les personnes de l'Église qui étaient là lors du premier procès, qui vont changer leur version qui sera en faveur de Jeanne. La condamnation de Jeanne en 1431 est déclarée nulle. Charles VII va regagner sa légitimité grâce à Jeanne d'Arc. La mort de Jeanne fera apparaître plusieurs usurpatrices qui vont se faire passer pour elle. Mais en 1436, Claude des Armoises, qui aurait un petit air de Jeanne, se fera passer pour elle pendant 4 ans. Tout le monde y croira, même ses anciens compagnons d'armes et ses frères. Mais pour ce côté-là, on ne sait pas s'ils l'ont vraiment reconnu ou s'ils ont fait semblant pour une question d'argent. Quand Charles VII lui demandera quel était le secret de Jeanne d'Arc, ne pouvant pas répondre à cette question, elle avouera qu'elle n'est pas la pucelle. Le roi la fera condamner en 1440 pour usurpation. Maintenant, parlons un peu des philosophes français du XVIIIe siècle qui la ridiculisent, comme Voltaire qui va la représenter dans des positions horribles, et Beaumarchais, l'encyclopédie de Diderot, qui la décrit comme une idiote manipulée par les fripons, alors que dans les littératures catholiques, ils font ses louanges. Dans les années 1830, Jules Michelet, un historien, fait de Jeanne d'Arc un symbole. Elle sera béatifiée en 1909, puis canonisée. En France, on retrouve beaucoup de statues à son effigie, comme bien sûr à Orléans, avec une statue de Jeanne d'Arc en train de prier au niveau du perron de l'hôtel Grosselot, et une autre en guerrière à Patay, Jeanne d'Arc après la bataille, à Compiègne sur la place du Change face à l'hôtel de ville. On en retrouve aussi pas mal à Paris. On peut voir aussi des statues à son effigie dans certaines églises, comme la cathédrale d'Orléans, celle de Reims et à Paris. En 1881, à Domrémy, la ville natale de Jeanne, commence la construction d'une basilique qui lui est consacrée. Dans la carrousel du Louvre, on retrouve les ruines du mur de Paris. Il y a aussi la fête nationale de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme, qui est instituée en 1920. C'est une fête nationale officielle en France. Elle se célèbre chaque année le deuxième dimanche du mois de mai. Il ne faut pas la confondre avec la Sainte Jeanne d'Arc, célébrée par l'Église catholique le 30 mai, jour de son exécution sur le bûcher, en 1431. Pendant la fête nationale de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme, a lieu une cérémonie militaire devant la statue équestre de Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides à Paris. Maintenant, allons à Orléans,
où tous les ans se déroule la fête de Jeanne d'Arc qui lui rend hommage. Cette fête est reconnue au patrimoine culturel immatériel de France. Elle est célébrée pendant une dizaine de jours. On y retrouve défilés, cortèges commémoratifs, marchés médiévals, spectacles de son et de lumière sur la cathédrale Sainte-Croix. Jeanne d'Arc, malgré qu'elle ait sauvé la France, le roi la laissera se faire tuer pour des raisons ridicules. Jeanne est bien plus qu'une figure historique. C'est un symbole de détermination, de patriotisme et de conviction qui a marqué l'histoire à jamais. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur de grandes personnalités de l'histoire, dites-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!